Alain Sirou, j'ai envie de commencer ce soir par ce premier message qui nous vient d'un internaute, parce que là on a parlé de la Grèce, on va parler de l'Iran, etc. Ce soir c'est chic, ce soir nous allons rêver un peu les yeux dans les étoiles. Oui, mais c'est merveilleux. On vit une période, en tout cas ces derniers jours, tout à fait extraordinaire. Je sais qu'on peut comparer à Christophe Colomb. Vous savez, la découverte d'un nouveau monde, on a l'impression d'être sur la proue du bateau et de voir approcher une terre inconnue. C'est ça parce que, en tout cas, moi, quand j'ai démarré en astronomie, Pluton, c'était un point dans les étoiles. Pas un point avec une dimension, hein. Un point dans les étoiles, découvert en 1930. Et on l'appelait la 9e planète du système solaire. On n'avait aucune information dessus parce que c'est tellement loin, c'est 100 fois plus loin que Mars. Et essayer de voir un détail dessus, c'était comme d'essayer de voir un détail sur un ballon de football de Paris à Chartres. C'est-à-dire impossible à comprendre, impossible à voir. Et là, tout d'un coup, en finalement assez peu de temps, c'est-à-dire quelques années, le télescope spatial Hubble a donné des images un peu floues, un peu mystérieuses. Au fur et à mesure que la sonde s'approchait de Pluton. Et puis, alors, quand New Horizons est arrivé, donc après 9 ans de voyage, 5 milliards de kilomètres, dans les derniers moments, on a vu cette chose tout à fait incroyable apparaître, c'est-à-dire l'ex-9e planète du système solaire, qui est aujourd'hui rétrogradée pour une raison qu'on expliquera, mais surtout une Terre, vraisemblablement, alors entre guillemets, tout à fait nouvelle pour nous, parce que cet objet découvert il y a fort longtemps est très différent de ce que l'on avait imaginé quand on l'a découvert. François Forget, c'est vrai, quand on regarde les livres, les manuels, etc., il y avait 9 planètes quand on était petit. Bon, maintenant, il n'y en a plus que 8, on reviendra dessus. On connaissait les 8 premières, hein, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et on ne connaissait pas Pluton. Pourquoi Pluton? Pourquoi est-ce qu'on ne l'avait jamais prise de photo de Pluton? Pourquoi c'était la seule inconnue et qu'on connaissait les 8 autres? La première raison est très simple, c'est que c'est très très loin, c'est aux confins du système solaire. Et c'était donc une vraie difficulté d'y aller. Et puis c'est un petit objet, c'est plus petit que la Lune, Pluton. Et donc là, les Américains ont décidé, il y a 10 ans, ils se sont dit, allez, on va aller prendre des photos. Oui, et avec raison. Parce que je viens de dire que c'est un peu plus petit que la Lune, mais c'est pas beaucoup plus intéressant. Mais c'est pas un simple caillou au bout du système solaire, parce que c'est Pluton elle-même, on va le voir, c'est un véritable monde actif, avec une atmosphère, des saisons, des neiges qui se déplacent au gré des saisons. Et puis, on dit toujours Pluton, mais Pluton, c'est pas que Pluton, c'est un système. Vous avez Pluton, vous avez une lune qui s'appelle Charon, qui n'est pas si petite que ça, qui est 2 fois plus petite que Pluton. Donc les deux tournent l'une autour de l'autre dans un balai qui est assez extraordinaire. Et puis vous avez même 4 autres satellites qui tournent autour de tout ça. Et chacun a entre guillemets, sa personnalité, sa forme, sa couleur. Et donc c'est un système qui est vraiment passionnant. Et puis dernière raison pour laquelle c'est plus qu'un simple caillou, c'est que c'est le représentant, un peu l'ambassadeur d'une immense population d'objets comme Pluton, qu'on a découvert que depuis quelques années, qui sont au-delà de Neptune, on appelle ça dans le jargon les objets transneptuniens. Il y en a des millions, peut-être des milliards. Et donc Pluton, en étudiant Pluton, on va apprendre beaucoup de choses sur toute cette immense population, alors, cette nouvelle zone du système solaire qu'on ne connaissait pas avant. Pluton, planète étrange, qui tourne en 238 années autour du Soleil. Alors j'ai fait le calcul, la dernière fois, une année, la dernière fois c'était sous Louis XVI, vous voyez, hein. Et on est allé la visiter. Alors, quels sont les détails techniques? Cette sonde est partie il y a 9 ans. Elle a fait combien de kilomètres? À quelle vitesse voyage-t-elle? Combien de temps va-t-elle survoler Pluton? Oui, on a tout ça. C'est d'abord une petite sonde. Elle fait moins de 500 kilos. Ouais. Elle a la taille d'un piano à queue. Vous voyez, c'est pas très important. C'est la sonde la plus rapide jamais lancée parce qu'il fallait aller très vite en direction de Pluton. Elle y est allée en ligne droite ou elle a fait des quasi. Elle a été accélérée très fortement au départ. Et ensuite, elle a utilisé ce qu'on appelle l'attraction gravitationnelle de Jupiter en effet de fronde pour acquérir encore plus de vitesse. Sa vitesse finale, et c'est ça qui est absolument incroyable, frise les 15 km par seconde. C'est comme si vous faisiez Paris-Nice en 60 secondes, vous imaginez? Paris-Nice en 1 minute. En 1 minute. C'est 50 000 km/h. 50 000 km/h, voilà. C'est 3 fois... En une journée, elle fait 3 fois la distance de la Terre à la Lune. Et elle a mis 9 ans pour atteindre Pluton. Donc ça vous donne une idée. L'information qui arrive en ce moment même de Pluton met 4 heures à nous parvenir à la vitesse... La photo qu'on nous a envoyée hier soir à 22h30 et qu'on voit partout, oui. Elle a mis 4 heures à arriver. Exactement. Donc vous comprenez qu'on est loin. Et a-t-on pu la ralentir quand elle est arrivée près de Pluton? Parce que c'est dommage d'avoir cette sonde qui va si vite et qui arrive enfin pour prendre des photos. Ralentir, ça veut dire avoir un coup de frein.
avoir un coup de frein dans l'espace, ça veut dire utiliser du carburant. Utiliser du carburant, ça veut dire avoir une masse supplémentaire. Donc on a préféré, je dirais, réduire la masse, frôler Pluton. Évidemment, ça ne dure que quelques heures, mais avoir ces informations et puis, je dirais, continuer vers une destination où on espère qu'elle frôlera plus tard un autre objet, ce qui est prévu en principe vers 2019. Donc 9 ans de voyage pour combien de temps ça a duré les photos là? Alors enfin d'abord, j'imagine qu'il ne va pas y avoir que des photos. Qu'est-ce qu'on va prendre sur Pluton pendant ces quelques heures là où on est près de Pluton? On prend des photos, donc effectivement on se déplace, vous imaginez, 1 million de kilomètres par jour en gros. Donc ça va vraiment très vite. Et c'est vrai que par exemple pendant la journée d'hier, le 14 juillet, la sonde n'a fait que photographier et mesurer. Alors il y a des photos, caméra couleur, caméra noir et blanc haute résolution pour pouvoir vraiment regarder de la géologie avec des détails vraiment très très fins. Il y a aussi, dans notre jargon, des spectromètres pour cartographier les glaces, mesurer la température. On va aussi, alors on utilise une astuce, et là vous allez voir comme c'est extrêmement précis. On est d'accord à des milliards de kilomètres, et la sonde passe exactement dans le cône d'ombre depuis le Soleil, ce qui fait qu'on va voir le Soleil se coucher à travers l'atmosphère. On va pouvoir voir s'il y a des brumes, des nuages. Je dis on va voir, la mesure a déjà été faite, le temps qu'elle est... Là, elle ne fait que emmagasiner de l'information. Exactement. Tout ça va nous être oui, envoyé par la suite. Il n'y a pas le haut débit là. C'est le débit, c'est une petite antenne, c'est extrêmement lent. Donc on va mesurer et puis aussi le signal radio, vous voyez, qui passe à travers l'atmosphère de Pluton. C'est aussi une information qu'on peut utiliser pour mesurer les propriétés de l'atmosphère. Que va-t-elle devenir cette sonde New Horizons? Voilà, ça y est, elle a dépassé Pluton maintenant. Alors elle va se fracasser contre un caillou, elle va continuer à voyager pour l'éternité et à nous envoyer des photos du vide interstellaire. Quel est son destin maintenant? Alors son programme immédiatement là, c'est de nous renvoyer les images, c'est ce que je disais, en quelques heures, quelques jours. Elle a fait énormément d'observations. Elle va nous envoyer moins d'1% dans les jours qui viennent. Elle va faire une petite pause au mois d'août pour plein de raisons, je ne vais pas expliquer. Et à partir de septembre, elle va nous transmettre tout ça. Et vous savez combien de temps ça va durer, cette transmission totale de toutes les données emmagasinées? Il y en a à peu près pour plus d'1 an. Tout ce qu'elle a pris pendant 4 heures, ça va lui prendre 1 an pour nous envoyer toute l'information qu'elle a prise. Donc pendant 1 an, on va avoir un déluge de photos avec des détails. On pourrait voir un arbre sur Pluton si tant est qu'il y ait des arbres. Ou alors on n'a pas pu cartographier tout Pluton comme ça, mais il n'y a probablement pas d'arbres. Hein. Mais effectivement, alors on va d'abord récupérer des données un peu compressées, et puis tout un jargon technique. Mais effectivement, ça va être, on va avoir plein de surprises qui vont venir au fur et à mesure des mois à venir. Et ce qui est étonnant, une enquête scientifique et des mesures qui ont duré quelques heures, effectivement, ça va prendre toute l'année prochaine pour analyser. Et après, elle continue son chemin. Ouais, elle continue son chemin. Dans le vide. Non, enfin oui, mais elle a pour objectif un astéroïde de quelques kilomètres de diamètre qui a été repéré dans sa direction par le Hubble Space Telescope. Mais vraiment, je dirais la destination première, c'était Pluton. Elle est partie au moment où Pluton était encore la 9e planète du système solaire. Sinon, je ne suis pas sûr que la mission serait partie, parce que c'est la seule planète, n'oubliez pas, découverte par un Américain en 1930. Et pour les États-Unis, c'était extrêmement important que la découverte de M. Clyde Tombaugh, dont je signale que les cendres sont à bord de la petite... une partie, évidemment. Et Clyde Tombaugh, qui était un monsieur qu'on a rencontré au XXe siècle, racontait cette histoire extraordinaire, finalement, de la découverte d'un objet qui était, je dirais, une planète au moment où il l'a découverte, et puis qui a petit à petit s'amoindrissait. Et il était quelqu'un d'assez génial. Moi, il m'avait montré sa montre en disant regardez, Walt Disney lui avait offert une montre sur laquelle il y avait Pluto, le chien. Et Pluto était l'animal que Disney avait dessiné au lendemain de la découverte de Pluton. Cette sonde, c'est fascinant, là. Elle va continuer son chemin, peut-être arriver dans d'autres univers, d'autres systèmes solaires, d'autres galaxies. C'est un objet terrestre qui va... Ah non, c'est beaucoup plus proche que ça. Quand même. Annie-Chantal Levasseur-Rebourg. Je vais juste dire qu'il y a déjà 2 autres objets qui sont allés aux confins de notre système solaire, qui l'ont dépassé. Les voyageurs, et qui ont atteint ces dernières années une des limites du système solaire, la limite qui est imposée par le vent solaire. Et alors, on continue à avoir des contacts avec eux, avec ces sondes? On continue à avoir quelques contacts encore, et ça va continuer. Mais avant d'atteindre un autre système stellaire, il faudra beaucoup de temps. C'est quand même une empreinte terrestre qui est en train de quitter le système solaire. C'est quand même assez fascinant. Elle porte bien son nom. Voyager. Non, on parle de Nouvel Horizon. New Horizons. Je peux parler en français. Donc, je trouve que c'est assez beau de donner à une mission un titre pareil, parce que c'est pas une destination. C'est la première étape, si je puis dire, c'est Pluton. Mais l'horizon, c'est ce qui ne cesse de reculer.
Donc, je trouve que votre question arrive bien. Quelle est la suite? Alors la suite, c'est des tas de choses que l'on ignore encore. Donc, je trouve qu'une mission qui a pour mission quelque chose de vraiment totalement inconnu des horizons, c'est très bien vu. Parce que grosso modo, là, avec Pluton, bah, ça y est, on connaît notre système solaire. Oh non. Hein oui, non, mais je veux dire, les 9 planètes que j'avais moi sur mon planisphère quand j'étais petit, bah ça y est, elles sont faites. Eh ben, on a les photos des 9. Justement, non, ce qui est passionnant, on a dit tout à l'heure, on peut en parler, que Pluton a perdu son statut entre guillemets de planète. Alors. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé. Ce qui est pervers, c'est que c'est 6 mois après que les Américains aient lancé la. Non, mais moi, je suis convaincu qu'on l'aurait lancé quand même. Bon. Au contraire, je pense que. On va y revenir, mais je pense que ça a rajouté de l'intérêt pour la mission New Horizons. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques années? Eh bien, on a commencé à découvrir qu'au-delà de Pluton, il y avait d'autres corps un peu comme Pluton. On a trouvé des petits corps, mais certains corps, par exemple, on a trouvé une espèce de petite planète qui s'appelle Eris, d'autres qui ont des noms comme ça, Makemake, Kazuar, je ne vais pas décrire tout ça. Mais on s'est mis à trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, des centaines de corps au-delà de ce qu'on pensait être la limite du système solaire. Alors on s'est dit, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a 9 planètes? Est-ce qu'il y en a 100, 150, puis ça va grandir? Ou au contraire, il y en a 8? Alors finalement, on a choisi d'en faire 8 planètes grosses, on va dire, enfin une planète complète. Et puis finalement, après un grand débat, on s'est dit, finalement, cette espèce de ceinture lointaine où il y a plein de corps, ça ressemble. On a fait le rapprochement avec la ceinture d'astéroïdes que vous connaissez peut-être, entre Mars et Jupiter, qui est peuplée de plein d'objets qui partagent des orbites, qui parfois se cognent. Là-dedans, il y a des objets importants. Il y a une espèce de petite planète, qu'on dit maintenant une planète naine, qui s'appelle Cérès, autour duquel il y a une sonde qui est actuellement en orbite d'ailleurs, qui est aussi une petite planète qu'on a découvert. Ah, donc on s'est dit, on va dire, voilà, Pluton, elle fait partie d'une famille, et donc c'est plus une planète complète. C'est un arrachement. Moi, j'ai de la nostalgie pour ce petit Pluton. C'était ma 9e planète, j'en ai plus que 8, j'en ai perdu une. C'est pas perdre un de ses enfants, arrêtons. Mais il y a un peu de ça. C'est la grande conclusion de l'exploration du système solaire du XXe siècle et début du XXIe siècle. Toutes les planètes sont parentes, mais elles sont toutes différentes. Et Pluton ne va pas échapper à la règle, c'est qu'on est aujourd'hui sûr qu'il y a au moins 3 classes de planètes. Il y a les planètes telluriques sur lesquelles on marche, les nôtres. Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Là, c'est du solide, c'est du costaud, c'est du rocher, on est dessus. Il y a les gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus, Donc Neptune. là, on ne peut pas se poser puisque Non, c'est du gaz. C'est du gaz, etc. Et puis après, il y a des objets qu'on qualifie de transneptuniens, ou en tout cas de planètes naines, dont... Planète naine. Donc c'est comme ça qu'on naine. qualifie Pluton aujourd'hui. C'est la première des planètes naines qu'on visite, et c'est sans doute quelque chose qui est de nouveau. C'est pour ça qu'on a, nous, qualifié de porte des glaces, en tout cas le domaine dans lequel on rentre, c'est que derrière cela, il y a du noir, il y a de l'obscurité, il y a de l'inconnu, mais il y a des millions peut-être de petits corps. Et dans ces petits corps, il y a peut-être un astre qui aurait une masse de 2 à 3 fois la Terre, vraiment qu'on ne voit pas, qui aurait été éjecté au moment de la formation du système solaire. Donc on commence à déterminer finalement que le système solaire dans lequel nous sommes n'a pas toujours été comme il est, que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui n'a pas été celle de l'origine. Et aller voir les corps pour savoir comment ils ont été transformés et comment ensuite ils se sont répartis dans le système solaire, c'est écrire l'histoire de notre système, et ça aujourd'hui c'est absolument passionnant. Allez, on part sur Pluton, puisqu'après un voyage de 9 ans, la sonde New Horizon, votre sonde New Horizon, a pris ses premières photos de la planète Pluton, enfin de la planète naine Pluton, doit-on dire maintenant. D'autres photos nous parviendront avec foule de détails. Seule déception pour les Américains, depuis le départ de cette sonde, il y a 9 ans, eh bien Pluton a été déclassé, on l'a dit, et n'est plus considéré comme une planète à part entière du système solaire. C'est un sujet de Marie-Charlotte Duluc et Dominique Lemarchand. Un grand cœur blanc, une déclaration d'amour qui brille du fin fond de l'espace. C'est la toute dernière image de Pluton envoyée à la Terre par la sonde New Horizons à plus de 5 milliards de kilomètres. Bien reçu, on a verrouillé la connexion avec le vaisseau spatial. Dans la salle de contrôle de la NASA aux États-Unis, c'est l'euphorie. Après 9 années de voyage à plus de 49 000 km/h, New Horizons navigue désormais dans les profondeurs de l'espace, dans les limbes du dieu des enfers, qui donne son nom à Pluton. Le 14 juillet, la sonde a frôlé l'astre à quelques 12 000 km pour en rapporter des images et des informations inédites. Car de cette planète naine, on sait très peu de choses. Large de 2390 km, 6 fois plus petite que la Terre, sa température avoisine les moins 240 degrés.
Avec une orbite très excentrique, sa distance au Soleil varie de 4,5 à 7 milliards de kilomètres. Pour les chercheurs, une porte d'entrée vers la ceinture de Kuiper, un vaste amas de débris datant de la naissance de notre système solaire. On savait déjà que Pluton était une planète anormale, on va dire, toute petite, couverte de glace, rocheuse, au contraire des planètes géantes qu'on avait visitées auparavant. Et puis en fait, depuis, on s'est aperçu que Pluton est même beaucoup plus intéressant que ça, puisque c'est en fait le représentant d'une famille d'objets qu'on appelle les objets transneptuniens, c'est-à-dire des objets qui sont au-delà de l'orbite de Neptune, et qui sont en fait les reliquats de la formation du système solaire. Ils ont sans doute peu évolué depuis leur formation. Donc en quelque sorte, en observant de près ces objets-là, et de même, c'est un peu la même idée qui gouverne l'exploration des comètes, car les comètes sont également des objets primitifs dans le système solaire. En fait, on espère avoir des clés sur la manière dont ces objets ont été formés il y a 4 milliards d'années, 4 milliards et demi d'années. C'est Clyde Tombaugh, un Américain astronome amateur qui découvre Pluton en 1930. L'astre devient la 9e planète du système solaire. Mais en 2006, coup de tonnerre chez les astronautes, Pluton ne répond plus à la nouvelle définition des planètes. Pas assez massif pour avoir fait le vide autour d'elle, pour éliminer les corps susceptibles de se trouver dans son orbite. Déclassée, elle devient la première des planètes naines. À la NASA, hors de question pour autant d'arrêter la mission New Horizons, en préparation depuis près de 20 ans. La sonde, de la taille d'un piano, décolle en 2006 avec à son bord plusieurs instruments scientifiques et délivre il y a quelques jours ses premières images. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Pluton, ce sont plein de glaces en fait qui cohabitent. Donc il y a des glaces d'azote, des glaces de méthane, des glaces de monoxyde de carbone et peut-être d'autres glaces en plus petite quantité. Ici, donc peut-être des glaces d'azote ou de méthane, mais il est encore trop tôt pour le savoir. Une glace ici plutôt fraîche parce qu'il n'y a pas de cratère et on voit une surface très lisse, donc peut-être une glace qui a condensé à la surface il n'y a pas si longtemps que ça. Et juste à côté, c'est fascinant le contraste entre la zone brillante et la zone sombre. Ce sont des glaces qui ont été noircies par les ultraviolets provenant de la lumière du soleil. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait dans l'atmosphère également des brumes organiques, un peu comme ce qu'on peut voir sur Titan, et également des nuages. À 5 milliards de kilomètres, les photos arrivent au compte-gouttes. Il faudra attendre fin 2016 pour que toutes les données nous parviennent. La sonde, elle, pourrait étudier d'autres objets transneptuniens proches de Pluton et finir sa course dans l'inconnu, au-delà d'horizons encore inexplorés. Alors, question Internet. Est-il imaginable qu'avant la fin du XXIe siècle, on puisse voyager dans l'espace à des vitesses très supérieures à celles actuelles? Donc là, cette sonde, c'est 50 000 km/h. Est-ce qu'on peut imaginer, je ne sais pas, un moteur nucléaire qui... On peut l'imaginer. Ah. C'est imaginable. Un bon début de réponse. Oui, parce que là, il n'y a pas. Si vous me demandez si on peut dépasser la vitesse de la lumière ou remonter dans le temps, on aura du mal à l'imaginer. Mais vous voyagez plus vite, oui. C'est un problème de technologie et d'énergie. Donc il y a des idées, vous mentionnez un moteur nucléaire, bah oui, on prend un moteur nucléaire, on accélère énormément des particules ionisées, etc. Et ça pourrait fonctionner, on trouve ça dans des livres, dans des rapports techniques de l'ESA ou de la NASA sans problème. Mais c'est très compliqué et donc ça coûte très très cher. D'accord. Mais non, mais toute cette question derrière, on peut donc, si c'était le cas, imaginer que ça prendrait moins de 9 années pour aller sur Pluton et donc d'envoyer un bonhomme sur Pluton. Mais non, parce que le prix serait tellement astronomique. Ouais, on en rêve tous. Mais le prix serait tellement astronomique qu'on ne pourrait pas le faire, en fait. Que verrait-on sur Pluton? Alors, on ne pèserait pas grand-chose. La lumière du Soleil, comment est-elle? Imaginons, on est sur Pluton, qu'est-ce qu'on voit? On voit la lumière du Soleil 1500 fois plus faible que sur la Terre, c'est-à-dire c'est l'équivalent pratiquement de 400 pleines lunes. Alors, on se dit c'est beaucoup, mais en fait c'est extrêmement faible. Par contre, c'est un paysage surréaliste, parce que quand on imagine être sur Pluton, la gravité est 15 fois plus faible que sur la Terre, c'est-à-dire qu'un enfant porte ses parents. Vous sautez 1 mètre sur la Terre, vous faites 15 mètres sur Pluton. Mais surtout, dans le ciel de Pluton, vous avez un objet très curieux qui est le Charon, le satellite. Et la Lune. Qui est la Lune de Pluton, mais qui est extrêmement près. C'est comme si vous aviez la pleine Lune dans le ciel, 8 fois plus grosse, en permanence, fixée dans le ciel, puisque
tournant en même temps que la planète, comme si elle était reliée par un fil invisible. Donc c'est étrange, c'est très curieux, c'est très froid, moins 230 degrés, on a Tout parlé simplement de... parce qu'on est loin du soleil. On est loin du soleil, il n'y a pratiquement pas d'atmosphère. La question, c'est de quoi elle est composée, s'il y en a une. Et Pluton a une chose très bizarre, c'est qu'il a une orbite très excentrique. Elle s'éloigne beaucoup du soleil et dans les 240 et quelques années de rotation autour du soleil, il y a des moments où elle est plus que très gelée, c'est moins qu'on puisse dire. Donc c'est un endroit tout à fait inhabitable, il faut vraiment être clair. Et je dirais que pour les scientifiques, c'est une terre entre guillemets au congélateur qui va raconter l'histoire de ce qui s'est passé il y a 5 milliards d'années. Une terre au congélateur, que trouve-t-on? Alors je crois que la glace, c'est pas de l'eau, c'est de l'azote qui fait tellement froid qu'elle devient glace. Mais on Bien trouve sûr. des roches également. Il y a certainement des roches parce que c'est vraiment une planète, c'est-à-dire un objet avec de la matière qui est vraiment devenue solide. Je compare au noyau cométaire. Ah, en parlant de record, la sonde de Rosetta actuellement, aujourd'hui, a une vitesse de 120 Alors, 000 km par heure. On va revenir sur Rosetta. Alors évidemment, Pluton, on ne la voit pas à l'œil nu. Mais c'est une question qu'on se pose. Quelles sont les planètes? Si on veut regarder dans le ciel, quelles sont les planètes qu'on peut voir? Non, je dis ça parce qu'une personne m'a dit, je crois que je vais avoir vu Pluton. J'ai dit certainement pas. On a le plus grand mal à prendre des photos. Ah ben, En regardant dans le ciel, quelles Les sont mois, les planètes les qu'on peut jours du voir? calendrier. Voilà. Alors, ah bah oui. Bien, lundi, bon, c'est la Lune. Lundi, Moon. Mardi, c'est Mars. Mercredi, c'est Mercure. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, c'est Vénus. Et samedi, c'est Saturne. On voit Saturne parce que c'est quand même très loin. On voit très bien Saturne. On le voit à l'œil nu? Oh oui, sans problème. Pas en plein Paris, évidemment. D'accord. Mais sans lumière parasite, les anciens connaissaient, les anciens, je veux dire, à l'époque gréco-romaine et dans d'autres pays, repéraient sans problème Et Saturne. ils savaient que ces planètes qu'on vient de citer tournaient autour de la Terre? Ça avait été du supposé soleil, par du soleil. oui, j'entends bien. Non, planétesse en grec, ça correspond à astre errant. C'est-à-dire qu'ils savaient que ces objets, donc dans notre ordre maintenant, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, ils savaient que ces objets avaient un déplacement par rapport aux étoiles. Parce que les étoiles sont fixes, c'est-à-dire tous les soirs, ils sont à peu près à la même place, alors que les planètes, les astres errants, avaient des positions différentes. Et ont toujours. Des positions Bien différentes. sûr. Mercure et Vénus sont très près du Soleil. Vénus, on la voit particulièrement, c'est ce qu'on appelle communément, dites-moi si je me trompe, l'étoile du Berger. Bien sûr, Vénus et Mercure étant très près du Soleil, on les voit toujours à des petits angles, des petites distances angulaires du Soleil. Mercure d'ailleurs est tellement près du Soleil qu'on peut le voir, mais c'est pas facile. Voilà. En revanche, Vénus, c'est ce qui a été appelé l'étoile du soir ou l'étoile du matin. C'est pas une étoile, c'est un astre, c'est une planète. Donc quand je regarde le coucher de soleil, si je vois une étoile près du Soleil, il y a de grandes chances que ce soit Vénus. En ce moment, ce soir, si vous sortez, c'est sûr. Ça marche à tous les coups. En ce moment, vous pouvez Oui. voir deux planètes. Vous avez Vénus et Jupiter côte à côte. Vous attendez le coucher du soleil, 2 heures. Vous regardez en direction du nord-ouest, donc là où le soleil s'est couché, et vous allez voir très brillante Vénus et à côté Jupiter. C'est très amusant de suivre soir après soir. Le 30 juin, si mes souvenirs sont exacts, ou le 31, je ne sais plus, ces deux planètes étaient extrêmement proches l'une de l'autre. D'accord. C'était phénoménal. Et puis, on les voit qui s'éloignent Tout ça progressivement. pour dire qu'il y a 7 jours de la semaine et qu'on ne voit pas les dernières planètes que sont Uranus, Neptune, et Pluton, on ne les voit pas. Toutes les autres planètes. On ne les même. voit pas à l'œil nu. Alors maintenant, on a vu Pluton. On nous dit, Pluton, il y a de la glace et des roches. J'ai envie de vous dire, et alors? J'ai envie de changer de chaîne quand j'entends ça. Quel est l'intérêt de savoir que sur cette ex-9e planète, il y a de la glace et de la roche? Mais il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs motivations pour aller explorer. On explore, on parle d'exploration. Donc on a ce monde, c'est un monde, c'est pas juste un caillou, je le répète, et on découvre tout d'un coup comment il fonctionne, on apprend plein de choses. Alors un premier intérêt, par exemple, c'est que ce monde, eh bien, c'est un système climatique, géologique qui fonctionne, qui a une activité, et on apprend énormément de choses. Et en apprenant sur une planète comme celle-là, et aussi sur Mars, sur Vénus, eh bien, c'est un peu comme en médecine, lorsqu'on étudie d'autres animaux, on apprend des choses sur notre propre corps et on améliore la médecine en biologie. Donc là, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la planétologie comparée. On va perfectionner, on va mieux comprendre comment fonctionne un système climatique, une atmosphère, la géologie, etc. Bon,
Ça, c'est un premier objectif, mieux comprendre les planètes. Ensuite, il y a aussi cette idée qu'on veut comprendre d'où on vient. C'est vrai, quelles sont nos origines. Et Pluton, comme les comètes, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est des témoins qui nous permettent de mener l'enquête. Des indices très forts pour comprendre comment fonctionne cet univers et surtout d'où on vient. Donc c'est toutes ces motivations-là. Je pense qu'il ne faut pas les sous-estimer. Jacques Carnot, pourquoi est-ce que ça nous fascine autant de s'imaginer sur un autre monde, sur une autre planète? Et qu'est-ce que Moi, je voudrais. de nous-mêmes? J'aime bien la question de votre auditeur, parce qu'il revient, mais en gros, est-ce qu'on peut y aller? Parce qu'il est. Nous sommes au moment d'un petit changement, d'une nouvelle révolution quelque part. Il y a 3 à 4 siècles, on n'aurait jamais imaginé qu'on puisse déjà envoyer des engins aussi loin. Et c'était la première révolution astronomique. Avant le XVIIe siècle, Avant le XVIIe siècle. on ne s'imaginait pas quittant la Terre. Absolument pas. Et ça nous est venu avec Jules Verne. Ça nous était en gros. Non. Jules Verne, c'est bien après. Oui, non, mais c'est avec Jules Verne qu'on s'est dit tiens, on peut quitter la Terre. Déjà Cyrano de Bergerac. Ouais. Cyrano de Bergerac est un des tout premiers auteurs à avoir intégré la révolution astronomique de Galilée, de Copernic et de leurs confrères, et de dire mais un jour, nous irons avec des engins. Et donc aujourd'hui, notre première réaction, quand on voit ces nouveaux mondes, c'est est-ce qu'on va y aller? Et c'est vrai que ça commence à devenir quand même beaucoup plus loin que la Lune sur laquelle Cyrano de Bergerac s'est rendu, par l'imagination. Donc il faut presque non pas revenir en arrière, mais faire une nouvelle révolution en disant bon, d'accord, c'est peut-être pas si simple que ça, mais on a quand même des engins qui y vont, ils mettent 10 ans, ils mettront peut-être 5 ans, mais il va falloir les perfectionner encore et ils mettent encore plus d'humain, d'intelligence humaine, de manière à ce qu'on en connaisse plus, de manière à ce que nos amis scientifiques en connaissent davantage, mais que nous-mêmes aussi on en profite. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir la manière dont nous humanisons nos relations avec ces corps. Depuis le début de l'émission, on parle d'ambassadeurs, on parle de cœur sur cette... Et ça, je crois que c'est... Je ne dis pas que c'est totalement nouveau, mais on l'a très bien vu lors de l'émission avec Philae et Rosetta, et on va le revoir, et on le voit de nouveau avec Pluton. On a besoin de faire davantage siennes toutes ces planètes, tout en reconnaissant quand même qu'elles sont très différentes. Moi, j'ai bien aimé votre réaction en disant « Ah, mais alors, on me change, en gros, on me change mes bases. » J'ai pas envie qu'on me change. Pluton, c'est une planète. Ben oui, mais soyez révolutionnaires, acceptez qu'il y a une page qui se tourne et que le monde de demain sera encore différent du monde d'aujourd'hui, du monde d'hier. Jacques Arnaud, juste une question. Je vois, vous êtes théologien et philosophe au CNES. Pourquoi est-ce que le CNES ressent le besoin d'avoir vos compétences et votre point de vue sur la conquête spatiale? Ben oui, il y a 15 ans, la direction du CNES de l'époque et depuis les directions successives ont renouvelé l'intérêt pour prendre une question, vous parliez à l'instant d'exploration. Ben pourquoi les humains ont tellement envie d'explorer? Ce n'est pas une question si simple que ça à répondre. On le fait, voilà, on le voit et on accumule des données, mais quand on prend 5 minutes, là, tranquille, on se dit mais pourquoi nous explorons? Je pense que pouvoir répondre, ne serait-ce qu'un tout petit peu à cette question... Vous êtes plus près de Dieu ou plus près de Rosetta? Là, ma théologie, c'est une autre question, parce qu'après, ça dépend de quel Dieu vous parlez. Il y a quelques mois... Je ne sais pas, derrière la question, oui. C'est la vie existe-t-elle ailleurs? Donc ça serait une révolution, j'imagine, pour la religion. Pas d'abord pour la religion. La religion, il y a longtemps qu'elle s'est posé cette question-là, elle a ses réponses. Ah bon? Bien sûr, bien sûr. Vous savez que c'est l'évêque de Paris qui a baptisé les premiers extraterrestres. C'était le XIIIe siècle. Donc, 1277, vous voyez, il y a longtemps. La religion catholique je ne sais pas où était Pluton à des idées précises sur la vie extraterrestre. On va nous dire. En 1277, Pluton avait fait à peine 2 révolutions de moins, vous voyez. Bon, oui, et l'évêque est confronté à une question, l'évêque de Paris est confronté à une question, est-ce que le monde dans lequel nous sommes, donc la Terre avec ses quelques planètes, est unique ou est-ce qu'il y a d'autres mondes? Donc, sous-entendu aussi d'autres mondes habités. Et l'évêque de Paris décide, il est possible qu'il y ait d'autres mondes que le nôtre. Possible, d'accord. Possible. Ah oui, non, mais il n'est pas prophète, il n'a pas envoyé des sondes, il n'a aucune idée, pas plus que nous, d'ailleurs. Mais il a dit, au moins c'est possible. On n'était pas voué au bûcher, etc. Ça ne relevait pas du charlatanisme. Voilà, après le bûcher, ça existait encore après. Jean-Nano Bruno a eu quelques problèmes de ce point de vue-là. Mais vous avez posé la question que les hommes posent depuis toujours. Pourquoi finalement on est là? Quelle est notre histoire? Pourquoi? Et c'est vrai qu'il y a 2500 ans, on posait déjà la question de pourquoi. Qu'est-ce qu'on fait là? On est les seuls, je dirais, sur cette terre
à lever les yeux au ciel et à se dire pourquoi. Je n'ai vu aucun animal. On a des liens extrêmement étroits avec l'histoire évolutive de la vie et des animaux, mais aucun animal ne s'est posé la question en levant les yeux au ciel. Pourquoi? Eh bien, la réponse à ce pourquoi, c'est dans chaque génération de nouvelles questions. C'est-à-dire qu'on pousse des portes et la porte Pluton va être poussée. Exactement. Elle va déboucher sur de nouvelles questions qui vont enrichir le questionnement. Et c'est ça vraiment la démarche. Annie Chantal Levasseur-Hugo, on est malheureusement aujourd'hui à peu près certain que dans le système solaire, il n'y a pas d'autre vie. Il n'y a pas, même à l'état microbien. Alors il paraît très probable. 1% de chance, vous diriez? Il paraît très probable aujourd'hui, sans le quantifier, qu'il n'y a plus de vie dans le système solaire. Autre que sur Terre. En revanche, il est possible qu'il y ait eu de la vie ailleurs et toutes les missions vers Mars sont liées à la recherche d'une vie qu'on va qualifier très primitive. Il ne faut pas oublier que ne serait-ce que sur Terre, qui a quand même 4,6, 4,7 milliards d'années, il a fallu attendre très longtemps pour que la vie se développe. Ça a été l'explosion il y a 600 millions d'années, ce qui ne fait pas grand-chose par rapport à 4,6 milliards. Et au départ, la vie sur Terre, c'était ce qu'on peut appeler des genres de bactéries, des microalgues, bref, c'était des organismes monocellulaires, c'était une vie qui était très très simple. Et c'est devenu nous. Voilà. Et c'est devenu nous, qui est quand même plus élaboré, et même en dehors de nous, les mammifères, même les poissons, etc. Et ce que l'on constate aujourd'hui, et quand on réfléchissait là-dessus il y a une trentaine d'années, c'était beaucoup moins évident, il a fallu quand même un certain nombre de... Alors, restons neutres, je vais parler de hasard, de chance, pour que la vie sur Terre puisse arriver à un niveau de développement d'organismes multicellulaires. Il a fallu qu'il y ait tout le temps de l'eau à l'état liquide, ou à peu près tout le temps. Il a fallu que progressivement se forme une couche d'ozone. Il a fallu que demeure autour de la Terre un champ magnétique, et j'en passe et des meilleurs. Mais la vie à l'état unicellulaire a peut-être existé sur Mars ou sur des planètes sur des lunes de Jupiter ou ailleurs. Oui, en fait, peut-être même dans des océans qui sont à l'intérieur de satellites de Jupiter. Parce que là, il y a des océans liquides. Il y a des... Question, dans ces océans liquides qui sont dans les lunes de Jupiter, est-ce que vous mettez un poisson aujourd'hui, vous mettez un poisson rouge, est-ce qu'il vit? Je pense pas. Vous pensez pas? En fait... Mais vous n'êtes pas sûr, il pourrait vivre. Il faudrait quand même le modifier un peu, le poisson rouge. Faisons un pas en arrière. Tout à l'heure, on vous avait dit, on est sûr qu'il n'y a pas de vie. Ou dans le... En fait, quelque chose que l'on ne comprend pas trop mal, en tout cas pour la vie telle qu'on peut l'imaginer, telle qu'on la connaît, telle qu'on peut l'imaginer ou telle qu'on peut la reconnaître, on sait qu'il faut de l'eau liquide. Ouais. C'est un fait. On n'arrive pas à imaginer une chimie qui marcherait sans eau liquide, qui ferait un peu de la vie. Et donc, la question, c'est où est-ce qu'il y a de l'eau liquide dans le système solaire? Il faut reconnaître qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a peut-être dans le sous-sol de Mars. Il y en a eu autrefois sur Mars, il y a des milliards d'années. Il y en a effectivement dans les océans, sous la glace, sur des satellites autour de Jupiter, comme Europe, ou Encelade autour de Saturne, etc. Mais c'est extrêmement difficile de regarder. On n'a pas encore vraiment regardé, là. Donc, on n'est pas sûr. Alors maintenant, cette eau liquide, est-ce qu'elle est propice à la vie? Alors, il y a un inconvénient. C'est le point pour répondre à la question du poisson rouge. C'est que par exemple sur ces océans d'eau liquide que l'on connaît autour de Jupiter... De l'eau normale, comme la nôtre. C'est de l'eau normale. Boire. Sur Europe, en plus, c'est un océan très profond qui repose sur un manteau un plateau de roches avec peut-être du volcanisme, etc. Ouais, tout à fait. Et on pourrait imaginer. Le problème, c'est que là, vous n'avez pas, comme il y a plusieurs kilomètres de glace au-dessus de ça, et donc vous n'avez pas de lumière. Et la vie active qu'on connaît sur Terre, elle utilise énormément et depuis presque toujours la photosynthèse, c'est-à-dire qu'elle utilise la lumière. Donc là, on est dans le noir. Alors moi, je répondrais, si vous mettez votre poisson rouge dans les océans d'Europe et que vous lui donnez à manger, moi, je pense qu'il peut survivre. Mais l'une des grandes missions de la NASA, l'un des grands rêves, c'est d'aller sur Europe, de forer à la perceuse et d'aller voir à l'océan ce qui s'y passe, non? Absolument. Est-ce qu'il est prévu Alors, ce qui est prévu, cette mission, la mission, le rêve total, c'est-à-dire on met un sous-marin, on explore les océans, on regarde s'il y a des poissons. Regarde s'il y a des poissons. Ça, c'est pas encore prévu parce que c'est. Mais avant ça, vient d'être confirmé un projet de mission par la NASA qui s'appelle Europa Clipper, qui va aller mieux comprendre Europe
en se mettant en orbite, en sondant, etc. Et ce sera une première étape vers cette espèce de mission forage. extraordinaire d'aller chercher les poissons rouges sur Europe. Alors, on quitte les lunes de Jupiter et on quitte Pluton. Direction Rosetta, puisqu'après 4 mois de soleil, Rosetta, la comète, donc après 4 mois de soleil, le robot Philae s'est réveillé, le robot Philae qui s'était posé sur la comète, et il nous a même envoyé ce tweet. Salut la Terre, est-ce que vous m'entendez? Donc, bonne nouvelle, on entend Philae. Alors, qu'a-t-on appris sur les comètes grâce à cette mission? Eh bien, attention, à la fin de ce mois, le 31 juillet, une série de 8 articles seront publiés dans la revue Science sur cette comète Rosetta, et on nous promet des surprises. Fabrice Hauss et Stéphane Lopez. Comme dans un scénario d'Hollywood, le robot s'est réveillé. Un premier signal après 4 mois de sommeil, puis un deuxième, et enfin le retour de la communication avec la Terre. Philae, perché sur une comète, a redonné des émotions à une équipe scientifique déjà comblée et qui, pour l'occasion unique, a publié ce tweet. « Salut la Terre, est-ce que vous m'entendez ?» Je suis tout simplement renversée, je tremble, je suis si heureuse. C'est comme si nous étions récompensés et nous avons une nouvelle opportunité. C'est le dernier épisode d'un voyage qui commence en 2004. La saga Rosetta et son robot Philae, un couple européen à la conquête de l'espace le plus profond, le plus inconnu. L'objectif est une comète au physique ingrat, mais au doux nom de Churyumov-Gerasimenko. Chury pour les intimes, comme Rosetta qui s'en approche à près de 150 km, puis se place en orbite et envoie finalement son émissaire, le fameux Philae, tenter une première mondiale. L'atterrissage sur cette comète qui n'a rien d'une piste conçue pour l'exercice. Le résultat est un bruit sourd devenu mythique. Le signe de l'atterrissage capté par les micros embarqués de Philae. Mission à moitié réussie, Philae s'accroche comme il peut à Chury. Philae, d'une part, n'est pas à l'endroit prévu. D'autre part, Philae est dans un lieu qui n'est pas totalement connu. On n'a pas pu identifier précisément. On a une incertitude d'environ 50 mètres aujourd'hui sur la position de Philae. Et dernier point, Philae n'est pas posé sur ses 3 pieds, mais probablement posé sur le flanc. Or, son antenne de communication se situe au-dessus, et donc cette antenne a tendance à rayonner un peu à l'horizontale locale de Philae, avec des risques que cette antenne envoie un signal qui va se réfléchir sur la surface avant d'atteindre Rosetta, ce qui peut être une explication des contacts plutôt erratiques que nous avons en ce moment. Même dans ces conditions, le miracle continue pendant 3 jours. Philae envoie ses informations à la sonde Rosetta qui tourne autour de la comète. Parmi elles, ces incroyables clichés pris depuis la surface de Chury. Des falaises hautes de centaines de mètres, des surfaces parfaitement planes ou encore des crevasses. Bref, le paradis des géologues de l'espace. Le plus frappant pour moi, c'est la remarquable diversité du noyau lui-même. Quand vous regardez le noyau, vous voyez une quantité de structures de surface différentes. Pour moi, c'était surprenant. Nous avons pu caractériser 19 régions séparées rien que dans l'hémisphère nord. Et même si nous avons pu en grouper certaines, une telle variété est remarquable. Ensemble, Philae et Rosetta ont percé un mystère, bien poétique de l'astronomie, et découvert la source des jets de poussière qui créent ce halo autour des comètes. Tout viendrait des gigantesques puits qui recèlent de la glace. L'onde de chaleur venant du Soleil chauffe la surface, cette onde pénètre à l'intérieur, et dès qu'elle atteint de la glace, cette glace se sublime, provoque une énorme surpression à l'intérieur, et le gaz s'échappe à 2000 km/h. Et ce que nous voyons sur les images, ce n'est pas le gaz, c'est que le gaz entraîne des grains, et ces grains créent une dispersion qui crée cet aspect trouble sur les images. Toujours accroché sur Chury, Philae doit encore tenter un prélèvement de sol pour l'analyser
et en savoir un peu plus sur ces fossiles du système solaire. Bref, encore du travail pour le petit robot européen qui pourrait trouver un regain d'énergie avec du soleil et quelques degrés supplémentaires. Même sur les comètes, l'été est arrivé. Alors, question Internet. Que nous a appris Rosetta sur l'origine de la Terre? Annie-Chantal de Vassaregour. Sur l'origine de la Terre, pas vraiment quelque chose. Mais Rosetta commence à nous donner quelques relatives certitudes quant à l'origine, une des origines des composés carbonés qui sont présents sur Terre. C'est-à-dire que ce qu'il y a sur Rosetta, au fond, ces comètes, elles se sont écrasées sur la Terre. Et donc, les briques qu'il y a sur les comètes, on les retrouve sur la Terre. Tout à fait. On pense actuellement, évidemment ce sont des modèles, on n'était pas là il y a 4 milliards d'années, on pense que dans le jeune système solaire, il y a eu des bouleversements, en particulier au niveau des planètes géantes, avec des résonances entre elles, et que ces résonances ont entraîné tous les petits objets, là il y en avait peut-être 100 ou 1000 fois plus qu'actuellement. Toutes ces comètes, des noyaux de comètes, des astéroïdes, des petits objets qui étaient relativement loin dans le système solaire, et les ont emmenés dans un jeu de billard absolument On extraordinaire. nous dit qu'il y a de l'eau salée sur Rosetta. Est-ce que l'eau de nos océans, est-ce que ça vient de comètes type Rosetta? Alors, ça n'est pas impossible. Il y a eu des mesures qui ont été faites sur Rosetta lors des derniers mois, et on a trouvé, on s'intéresse à un rapport isotopique de l'eau, le rapport entre le deutérium et l'hydrogène. Elles se ressemblent, ces deux eaux? Alors, ça se ressemble un petit peu. Le fait est que l'eau des océans terrestres a un rapport très caractéristique qui n'a rien à voir à ce que l'eau pouvait avoir dans le système solaire primitif. Et on a commencé à étudier divers noyaux cométaires. Il y a eu des mesures très bonnes de fait pour la comète de Halley. C'était un petit peu au-delà de cette valeur. Il y a eu une mesure de fait aussi pour une comète de la famille de Jupiter, Hartley 2. C'était juste la valeur terrestre. Et puis, il y a eu des mesures de fait à l'automne dernier avec Rosetta et qui continuaient. C'est une valeur encore plus élevée. Mais évidemment, ça n'est pas la comète Churyumov-Gerasimenko qui s'est crachée sur la Terre. Il y a eu des milliers de comètes qui ont été précipitées. Mais il en faudrait énormément quand même pour remplir les océans. Mais c'est concevable qu'il y en ait eu à ce point, que ça nous ait fait le Pacifique, l'Atlantique, oui. Et même de l'eau qui s'est évaporée. On pense aujourd'hui qu'il y a des milliards de comètes présentes dans une espèce de coquille qui est dans le système solaire. Toujours. Donc il y a 3 milliards d'années, l'espace était un champ de mines. Là, ça bombardait tous les il y a 4 milliards d'années, l'espace c'était un champ de mines. Il y avait des objets qui partaient dans tous les sens, le système solaire. Il y en a qui partaient à la périphérie extrême du système solaire, ce que nous appelons aujourd'hui le nuage de Oort. Et là, c'est vraiment à 20 000 fois la distance de la Terre au Soleil, à peu près. Et puis, il y en a qui se précipitaient vers le Soleil. Et en se précipitant vers le Soleil, eh ben, ils pouvaient se cracher sur, évidemment, les diverses planètes. Et il y en avait vraiment, quand vous dites... Tout ça, c'est stabilisé aujourd'hui. Dieu merci, on est tranquille aujourd'hui. Alain Sirou... il y en a de temps en temps. Mais pour bien comprendre l'affaire, si vous faites un gâteau et que vous le mettez au four, vos invités vont déguster ce gâteau avec plaisir, mais ils ne sauront pas de quoi il est composé. Par contre, si dans ce gâteau, vous trouvez des grumeaux, alors on va voir la composition. Il y a de la farine, il y a un petit peu de poudre de perlimpinpin, il y a un peu de ceci, de cela. C'est ça, en fait, que fait aujourd'hui l'astronome, c'est qu'il retrouve des grumeaux de la formation du système solaire, parce que nous vivons sur des planètes, comme on dit, métamorphosées, qui ont été constituées il y a des milliards d'années, qui ont été érodées. Qui sont déjà bien sphériques, parce qu'elles étaient fluides à une époque. Les comètes, c'est des grumeaux. Et dans ces grumeaux-là, eh ben, on va essayer de comprendre la composition de ce qu'il y avait au départ. Qui a une idée de ce qui va sortir dans les 8 articles là, dans la revue Science? Personne n'a le scoop? Non, mais on attend des choses. Non, il y a des choses improbables. Il y a des choses intéressantes qui vont paraître, c'est évident. Mais il y a déjà eu beaucoup de choses intéressantes qui ont été publiées au cours des derniers mois, depuis le mois de janvier. Il y a eu cette affaire du fait que les comètes n'ont pas de champ magnétique. Ça peut paraître peu passionnant, mais ça supprime quelques modèles de formation. Il n'y a pas de fer alors? Mais il n'y a pas de champ magnétique. Mais il n'y a pas beaucoup de fer. Il y a aussi une chose fascinante, le reportage tout à l'heure en parlait, ces énormes puits d'où s'échappent de la glace qui est vaporisée, donc des gaz. Eh bien, sur les flancs de ces puits,
on constate, et ça a été publié, ça, qu'il y a des sortes de bosses vaguement sphéroïdales, des grosses bosses quand même, qui font à peu près 3 mètres de taille. Et on ne sait pas encore aujourd'hui si ces grosses bosses, ce sont des objets primitifs, les témoins de l'agrégation des planétésimales et des plus petites à la formation du système solaire, ou si ce sont des phénomènes récents. François Forget. Je voudrais donner un petit peu de perspective à ce pourquoi on mène toute cette enquête, pour donner des exemples, parce que là, ça paraît super technique, on essaie de comprendre comment fonctionne la comète, d'où vient l'océan sur Terre, etc. Je trouve qu'en ce moment, je travaille aussi sur ce qu'on appelle les planètes extrasolaires. Vous savez que parallèlement à cette enquête, cette exploration du système solaire, on découvre d'autres systèmes autour d'autres étoiles. Toutes les étoiles qu'on voit dans le ciel, chacune a des soleils, a des planètes, exactement comme c'est notre possible, soleil. en tout cas une grande fraction, Voilà. une grande fraction. Mais ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'on découvre que ces différents systèmes planétaires ailleurs sont le plus souvent très très différents du système solaire. Il n'y a pas de planète géante, il n'y a pas de Jupiter, au contraire, il y a que peu ou alors il y a une planète Jupiter qui est beaucoup plus proche du Soleil. Et la question qu'on peut se poser déjà maintenant, c'est est-ce que ces autres systèmes, est-ce qu'ils fonctionnent aussi entre guillemets, c'est-à-dire est-ce que dans ces autres systèmes, on peut trouver des terres avec un océan d'eau liquide pendant des milliards d'années qui pourrait permettre à la vie d'émerger. Et c'est vraiment une question ouverte. Ouais. Et donc c'est une énorme enquête, vous imaginez. Et parmi les fils qu'on doit tirer, c'est de comprendre, est-ce que ces autres planètes ont pu avoir un océan? Question, mais d'où vient l'océan de la Terre? Est-ce que ces autres planètes ont pu être alimentées en molécules avec du carbone, en molécules organiques qui ont à l'origine de la vie? Et tout ça, il faut mener l'enquête dans le système solaire et ailleurs pour finalement répondre à la question, on revient au poisson rouge, sommes-nous seuls dans l'univers? Est-ce que la Terre est exceptionnelle ou pas? La question est ouverte et ce qui est formidable, c'est chaque année, on fait des progrès. Un mot, on revient sur Tchouri. Le module s'appelle Philae, le petit robot, il pèse 150 kg, mais il pèse 1 gramme. Il pèse 100 kg quand il était sur Terre, quand il a été construit sur Terre. Il faisait 98 kg pour être précis. Mais sur le noyau de la comète, qui est toute petite, c'est un objet de 4 km, qui en plus est extrêmement poreux. La densité du noyau de la comète, ça a été une découverte, on le soupçonnait avant. Eh bien, vous avez un objet donc qui est fait de glace d'eau, glace de dioxyde de carbone, etc. Et puis qui est fait de poussière, des silicates, des composés carbonés là-dedans. Alors vous allez vous dire, ça va faire une densité quand même supérieure à celle de l'eau, 2-3. Bon, eh bien ça a une densité de 0,47. C'est-à-dire que c'est plus... Donc c'est creux. Donc c'est creux. Alors c'est plein de... Ça flotterait mieux qu'une pierre ponce. C'est extrêmement poreux. Et quand on voit toutes ces images qui sont quand même assez spectaculaires, on a l'impression qu'on voit des falaises, qu'on voit des roches. C'est pas des falaises, c'est pas des roches. Pourquoi est-ce que cette sonde Tchouri, cette comète Tchouri qui passe régulièrement près du Soleil, là ça va être le 13 août je crois. Ça fait pas longtemps qu'elle passe près du Soleil. Oui, enfin, pourquoi est-ce qu'à force, ça n'a pas perdu toute sa glace, toute sa vapeur? Mais vous avez tout à fait raison. Quand une comète commence à être détectable par nous, par des instruments, eh bien, c'est le commencement de la fin. Mais en fait, les comètes qui se sont formées, donc il y a 4,6 milliards d'années, sont restées pendant très longtemps dans un congélateur qui peut être encore beaucoup plus éloigné que Pluton. On parlait du congélateur Pluton. La ceinture de Kuiper. La ceinture de Kuiper, mais il y a aussi le nuage de Oort. La ceinture de Kuiper, c'est en gros 50 à 100 fois la distance de la Terre au Soleil, et le nuage de Oort, c'est 20 000 à 50 000 fois. Donc là, on se rapproche, Tchouri, en se rapprochant du Soleil, ce sera le 13 août, je crois qu'elle sera au plus près du Soleil. Elle va peut-être nous révéler encore, mais attendez, avec le Soleil, elle va chauffer, et il y aura des geysers, bien sûr. de nouveaux matériaux. C'est une certitude. Nous l'avons déjà observé à distance à son passage précédent, 2008-2009. Et on a constaté, après ce passage au plus près du Soleil, au périhélie, enfin, elle n'est pas si près que ça du Soleil, elle est moins près du Soleil que n'est la Terre. Elle perd 1 mètre d'épaisseur. Elle perd à peu près 1 mètre de façon inégale. Et après son passage au périhélie, elle va immédiatement après, dans les jours suivants, il y a un effet saisonnier qui joue, elle va devenir très active, il y aura encore plus de jets de matière. Alors, après l'espace lointain, on va s'intéresser à l'espace, à l'échelon humain, après l'exploitation, si l'on peut dire, puisque le consortium américain OneWeb a choisi Airbus pour concevoir et envoyer quelques 900 satellites dans l'espace, alors dans l'orbite basse autour de la Terre. Objectif, connecter à Internet 3 milliards d'êtres humains qui en sont aujourd'hui privés. C'est un sujet d'Elisa Coudray et Dominique Lemarchand. Notre industrie peut être heureuse de l'avoir à ses côtés. Je vous demande d'accueillir Greg Weiler.
Greg Wyler, l'homme qui pourrait bien révolutionner l'histoire des télécommunications. Un patron milliardaire aux rêves complètement fous. Son ambition, connecter toute la planète à Internet grâce à des centaines de microsatellites. Je voudrais démarrer mon intervention par cette phrase, un accès à Internet abordable pour tout le monde. Ceci est notre mission. C'est ce pourquoi nous faisons ce que nous faisons. C'est quand vous offrez aux gens Internet et un accès à l'information qu'ils peuvent commencer à s'élever. Ils peuvent même se réinventer. La réalité, c'est qu'ils peuvent se développer eux-mêmes s'ils ont accès à Internet. Je vais donc m'assurer que chaque être humain ait l'opportunité d'être connecté. Ceci est mon rêve et je vous invite tous à en faire partie. Il y a quelques semaines, l'homme d'affaires américain a choisi Airbus pour concrétiser son rêve. Un contrat pharaonique, pas moins de 900 satellites, un record. Une nouvelle ère aussi, dans l'histoire de l'industrie spatiale. 1957, le monde entier dresse l'oreille. C'est le fameux bip bip de Spoutnik. Les Russes viennent de réussir l'envoi du premier satellite de l'histoire. En pleine guerre froide, les États-Unis relèveront le défi et enverront un an plus tard Explorer. Puis il y aura Tyros, Echo, Telstar, de plus en plus performants, de plus en plus spécialisés. En moins de 60 ans, 20 000 satellites ont été envoyés dans l'espace, des exploits scientifiques et des conséquences directes sur notre vie quotidienne. Les satellites sont absolument omniprésents dans nos vies. Je crois qu'on avait calculé que dans une journée normale, vous vous servez 39 fois d'un satellite, sans le savoir. Par exemple, les satellites de localisation, les fameux GPS ou Galileo, les satellites de télécommunication donc qui permettent de rejoindre un point A, de faire communiquer un point A à un point B, avec également par exemple les satellites de localisation, de secours, par exemple les satellites Cospas, Sarsat, en balise rouge quand vous avez un problème au milieu de l'Atlantique, ça a sauvé, je crois, 35 000 vies depuis leur lancement en 82. Ces dernières années, les satellites ont également permis de surveiller la planète. Exemple, Sentinel-1 lancé en 2014. Sorte d'immense radar capable d'ausculter la Terre avec une précision inégalée. Tout est passé au crible. Océans, courants, évolution des forêts ou encore fonte des glaces. Sentinel-1 et ses cousins appartiennent au programme européen Copernicus. Son ambition, récolter des données pour la première fois en continu. C'est un moment historique. Jusqu'à présent, on avait des missions qui étaient décidées au cas par cas, avec des satellites qui durent entre 5 et 10 ans. Et là, avec le programme Copernicus, on a une perspective sur au moins une vingtaine d'années pour mesurer, comprendre, suivre notre environnement. Mais c'est dans le domaine des télécommunications que se prépare la nouvelle révolution des satellites. L'idée de l'Américain Greg Wyler est simple. Miser non pas sur un seul engin ultra puissant, mais sur une multitude de microsatellites. Une constellation. 900 appareils de 150 kg environ, envoyés à basse altitude autour de 1200 km. Des relais permettant de connecter à Internet même les endroits les plus reculés de la planète. La révolution vient très clairement, exactement comme il y a eu la révolution au niveau des téléphones portables, vient du fait que maintenant on est capable de faire en tout petit ce qu'on était obligé de faire en très gros, très lourd, donc vraiment beaucoup moins cher. Je crois que l'objectif de coût, c'est 350 000 $ par satellite. Alors pour les pros, pour nous on a de l'habitude d'avoir 3 zéros de plus, généralement. Donc là, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas. La révolution vient du fait qu'on en fait 900 d'un coup, et encore là, on parle de ce contrat à 900, mais par exemple, SpaceX et Elon Musk, ils ont un projet concurrent où il y en a 4000. Et donc, je rappelle, aujourd'hui, il n'y a que 1200 satellites actifs au-dessus de la Terre. Donc cette révolution, ça vient du fait que sur une ou deux initiatives de ce genre-là, on va doubler, tripler, quadrupler le nombre de satellites actifs au-dessus de nos têtes. La course est donc lancée et s'annonce très disputée, car le marché est considérable. Aujourd'hui, 3 milliards d'êtres humains ne sont toujours pas connectés et pourraient ainsi avoir accès à Internet. Alors, question Internet. Quels grands projets spatiaux sont actuellement à l'étude? Il y en a beaucoup. Aller sur Mars? Pas sérieusement, ça. Pas vraiment, non. D'abord, il faut mettre un S à
espace. C'est-à-dire que l'espace scientifique, c'est pas l'espace commercial, qui n'est pas l'espace d'observation de la Terre, etc. Il y a plusieurs espaces. Donc, dans le domaine scientifique, il y a beaucoup de projets, clairement. Et je crois qu'on a dressé, je dirais, le fil d'Ariane, sans mauvais jeu de mots, qui est d'essayer de comprendre dans le système solaire comment, finalement, tout ça s'est architecturé. Et de revenir là où les sondes sont passées à très grande vitesse. Ce qui se fait d'ailleurs déjà du côté de Saturne, de Jupiter, etc. C'est-à-dire non plus de prendre des photos, mais de poser des robots sur les satellites de Saturne ou de Jupiter. Voilà. On l'a déjà fait avec Titan. On l'a déjà fait avec Titan. Ce sont les Européens d'ailleurs. Par contre, là où il n'y a pas de destination aujourd'hui, c'est pour l'homme. Parce que personne ne veut signer un chèque à hauteur d'un voyage martien. Un voyage martien aujourd'hui, aller-retour avec des hommes, à supposer qu'on soit capable de le faire, c'est signer un chèque d'au minimum 200 milliards de dollars. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul État capable de faire ça. Et la Grèce, là, c'est 80 milliards. Enfin, pardon de faire un raccourci qui vaut ce qu'il vaut. Vous avez raison. La Grèce, c'est 80 milliards. Bon, bah voilà, c'est donc la Grèce. Mais pour envoyer un homme sur Mars. Oui, mais vous voyez les discussions. Oui. Hein Et de toute façon, il y a un intermédiaire, je crois, et d'ailleurs, ça a été très bien compris aux États-Unis, même par le président américain. Avant d'envoyer des hommes ou des humains sur Mars, on en enverra certainement vers des astéroïdes, qui sont des astéroïdes relativement proches de la Terre. Des géocroiseurs. Non, des astéroïdes qui sont entre Mars et puis Vénus, si vous voulez. Ce qu'on appelle des géocroiseurs. Et en effet, quel est l'intérêt d'aller se poser sur un caillou comme ça qui flotte dans l'espace ? Bien, l'intérêt, déjà, c'est de valider le système. N'oublions pas qu'un aller-retour sur la Lune, ça prend une semaine. Oui. C'est rien, une semaine de vacances. Un aller-retour vers Mars, avec les technologies actuelles, ça prend 3 ans. Donc, vous comprenez, en plus, quand on va sur la Lune ou sur Mars, il faut qu'on emmène toute son eau, toute son alimentation, tout son système de survie. Donc, c'est colossal comme projet, et c'était juste dit à l'instant, envoyer des humains sur Mars, si c'est possible. Il y a encore beaucoup d'un point d'interrogation. Un aller-retour depuis un astéroïde proche de la Terre, relativement un géocroiseur, et ça peut être un objet pas si petit que ça prendrait entre 2 mois et 9 mois. Donc vous comprenez que c'est une étape. Alors, ce serait une étape. On rêve de faire quoi aujourd'hui dans l'univers ? Quel serait le grand projet des grands projets ? Alors, je vais juste terminer cette discussion. Il y a quand même un changement quand on parle de l'homme vers les astéroïdes, etc. Pendant quand même de nombreuses années jusqu'à présent, l'objectif, en tout cas des États-Unis et l'Europe qui suivait, qui n'a pas vraiment de quoi lancer, et même les Russes, c'était d'être en orbite basse, de faire la station spatiale internationale, etc. Maintenant, il y a quand même un changement. L'objectif est affiché d'aller au-delà de ça, d'essayer peut-être d'aller vers des astéroïdes, de viser Mars. Et selon l'argent qu'on va pouvoir récupérer, développer. En tout cas, c'est ce qui est dans les cartons, c'est dans les tuyaux. Donc oui, à terme, l'objectif officiel de la NASA, plus que jamais, c'est d'aller vers Mars. Le problème, c'est qu'en pratique, quand on regarde l'argent disponible, tous les développements qu'il faut faire, c'est pas avant 2035, voire 2045. C'est d'aller vers Mars parce que c'est le seul lieu hospitalier. Non, même pas. Je ne crois pas. Moi, par rapport à Vénus, mais je pense que le sujet précédent l'a montré. La vraie, aujourd'hui, destination du spatial, ça va vous surprendre, mais c'est la Terre. Pourquoi la Terre ? Parce que, d'abord, c'est là où nous habitons. C'est là où nous avons besoin de services. Vous savez déjà qu'on est interconnectés. Et puis surtout, le grand défi, c'est comment on va réussir à vivre sur la Terre qui est en train d'être terraformé, transformé par l'homme. Et c'est toute la discussion qu'on va avoir dans les mois qui viennent sur la COP21, sur le climat, etc. Nous savons qu'il n'y a pas de terre de secours. Nous savons qu'il n'y a nulle part où aller. On ne va pas déménager sur Vénus, il fait 500 degrés, il pleut d'acide sulfurique. Sur Mars, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a rien à boire, rien à manger. Donc c'est la Terre. Et la Terre, elle a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est d'abord de contrôler ce qui est en train de s'y passer en termes de changement climatique. Le deuxième problème, c'est de connecter les 4 milliards 300 millions de personnes qui n'ont pas accès à Internet. Et là, c'est du business. Parce que derrière ça, ceux qui financent, c'est Google, etc. Pour revenir sur l'astronomie et le rêve de tout enfant qui ouvre un planisphère et qui voit la galaxie, la Voie lactée, on n'a pas aujourd'hui le rêve de se dire est-ce que techniquement ce serait possible de sortir de notre système solaire et d'aller explorer d'autres planètes dont vous parliez tout à l'heure, François Forget, qui tournent autour d'autres soleils. Moi, je vais vous répondre en décrivant un petit peu les projets qui sont dans les cartons. Et parmi ces projets, un projet majeur qui va être lancé en 2018, c'est bientôt, ça va arriver vite, c'est le James Webb Space Telescope, qui est un projet NASA
ESA, donc NASA américain, Europe, ESA Europe, Amérique. et qui a un télescope beaucoup plus gros, c'est le remplaçant de Hubble, spécial de Hubble si vous voulez, mais beaucoup plus gros, et qui sera notamment capable, il fera plein de choses, il va enquêter sur le Big Bang, etc. Et parmi les choses qui personnellement m'intéressent beaucoup, on va essayer, pour la première fois, d'essayer de caractériser des atmosphères sur des planètes autour d'autres étoiles. Et l'avenir, quand vous dites « Ah, il faudrait qu'on aille... » Non pas de détecter d'autres planètes dans d'autres systèmes solaires, mais de les voir un petit peu, non? C'est ça? Pas vraiment de les voir, mais de mieux comprendre si elles ont une atmosphère, éventuellement de quoi elle est composée, et d'enfin comprendre si la Terre le système solaire est exceptionnel, si la Terre est exceptionnelle ou pas. On sait déjà qu'il y a des planètes ailleurs, mais on ne sait pas comment elles fonctionnent. Et puis... l'objectif étant de voir s'il y a d'autres terres qui tournent autour d'autres soleils, quoi. Voilà, c'est ça l'objectif. C'est un des objectifs, mais celui-là, il fait rêver quand même. Allez, on passe tout de suite aux questions Internet et SMS. A-t-on trouvé la nature de la force responsable du ralentissement des sondes Pioneer 10 et Pioneer 11? Parce que ces sondes ont ralenti, ces sondes qui ont photographié les planètes avoisinantes. Il y a eu une petite énigme scientifique. On avait le sentiment, quand on observait attentivement la trajectoire, qu'il y avait un léger ralentissement qui ne correspondait pas à des modèles. Mais autant que je sache, ces dernières années, on a pu résoudre l'énigme en montrant qu'il y avait un artefact technique. Donc finalement, cette question, ce problème qui a été extraordinaire, parce qu'il pouvait remettre en question certaines lois de la physique, je crois qu'il n'y a rien en fait derrière. Rien de divin, là. Donc on peut passer. C'est fantastique parce que l'espace, c'est le monde pur, donc la mathématique, c'est le langage de l'espace. Donc si une équation dit ça doit aller à telle vitesse, dans l'espace, ça doit aller à telle vitesse. Enfin, c'est le monde pur, vous voyez. Il y a quand même des perturbations. Non, il y a quand même des le perturbations. théologien n'est pas d'accord. Non, c'est l'historien des sciences. Regardez, le mot de cosmos aujourd'hui on n'a plus l'utiliser. Le cosmos des Grecs, c'était ce monde pur des mathématiques. Ouais. Alors, nous n'arrêtons pas de parler depuis le début de l'émission de chocs, de particules qui se rencontrent, qui changent, qui évoluent. Donc toute la vision des Grecs est complètement bouleversée. On n'est plus dans un monde cosmique. On est quand même capable de viser Pluton, l'ombre de Pluton, à 5 milliards de kilomètres de distance. Bien sûr. Heureusement qu'il reste un peu de cosmisme. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de frottement quand même. Et heureusement qu'il y a des bons ordinateurs pour calculer toutes les perturbations. Les maths, ça marche et ça s'applique à l'univers. Il ne vous a pas échappé que pour rejoindre l'étoile la plus proche avec un vaisseau spatial, il nous fallait au minimum 70 000 ans à 80 000 ans. La question qui se pose pour les astronomes, et aujourd'hui pour la science aujourd'hui, c'est est-ce que les lois de la physique qui nous permettent de rejoindre la Lune et puis Pluton avec une précision extraordinaire, est-ce qu'elles marchent à très grande distance? Est-ce que c'est les mêmes lois? Est-ce que finalement, ce qu'on découvre, c'est-à-dire qu'il existe quelque chose d'invisible, on a baptisé ça du nom de fantôme, ça s'appelle matière noire, ça s'appelle énergie sombre, etc., finalement, qu'on ne voit pas, est-ce que l'univers dans lequel nous vivons sur la Terre est le même partout ailleurs? On l'accepte aujourd'hui, mais ce n'est pas sûr. Donc, la preuve que ce qui nous paraît impossible aujourd'hui, comme d'aller visiter d'autres systèmes solaires, serait peut-être possible demain avec la connaissance de ces mathématiques que nous ne Vous avez le pas. devoir de rêver et c'est très bien. Voilà, bon. Alors, question suivante. Va-t-on un jour envoyer une sonde vers un trou noir? Alors, le trou noir, c'est au centre de la galaxie, c'est là où la matière est tellement compressée que rien ne s'en échappe, même pas les photons qui font la lumière. Il y en a beaucoup des trous noirs. Il y en a au centre de notre galaxie, il y en a pratiquement au centre de toutes les galaxies, et il y a beaucoup de galaxies, vraiment énormément. Ouais. Je ne sais pas si ce serait vraiment passionnant, puisque de toute façon, par définition, quand on traverserait l'horizon de ce trou noir, il n'y aurait plus rien à voir. Je crois que dans l'aventure peut-être du spatial à venir, ce qui va peut-être apparaître de plus en plus, c'est qu'il y aura de plus en plus de gens qui pourront en profiter en temps réel. On voit déjà à quel point aujourd'hui on peut immédiatement obtenir quelques images de Pluton, beaucoup d'images d'un noyau assez étonnant d'une promenades comète. virtuelles sur Mars. Bientôt, on vous mettra une cabine et vous promènerez sur Mars. C'est pratiquement déjà possible. Mais je pense que ce qui serait des promenades virtuelles sur la Lune, ça marche tout à fait. Hein. Ouais. Mais ce qui serait intéressant, et ça va forcément se passer si l'évolution continue comme on peut l'imaginer, c'est que pour des missions spatiales de découverte à l'échelle de 10 ans, 20 ans, 30 ans, eh bien, chacun chez soi, avec un bon système de télévision de l'époque, pourra en profiter comme s'il était à la place de la sonde qui va atterrir. Jacques Arnoux. C'est le lien entre votre dernier sujet et les deux précédents.
C'est-à-dire que... OneWeb. Oui, OneWeb, ce sont des tuyaux. Bon, la question qui se pose, que vous n'avez pas posée, c'est qu'est-ce qu'on met dans les tuyaux? À mon avis, relier 3 milliards de personnes en mettant rien dans les tuyaux, en mettant des choses qui sont peu intéressantes, où est l'intérêt? Sinon, pour le businessman qui est derrière. Par contre, remplir les tuyaux avec des images comme celles que nous voyons, qui peuvent nous amener quand même un peu à réfléchir à notre place, comme disait Alain, à la fois sur Terre et dans l'univers, ça devient intéressant. Et là, l'exploration... Ça vous inquiète pas, vous, une petite parenthèse, qu'un homme comme ça contrôle les tuyaux, comme vous dites? Parce que là, on parle d'un homme qui va contrôler l'Internet de 3 milliards d'humains. Il serait peut-être quand même temps de se poser la question, mais on ne s'est pas posé la question, on a signé les contrats. Ouais, bon. Non, mais une question de responsabilité, et là... Alain aussi l'a dit, l'exploration de demain, c'est l'exploration de la Terre, et on pourrait peut-être suivre un petit peu ce qu'on a fait dans l'espace. Y a-t-il une limite aux distances de transmission entre les sondes et la Terre? Oui, c'est la puissance des sondes. C'est-à-dire que ce qui est drôle, c'est qu'il faut absolument avoir à l'esprit la grandeur du cosmos. Et je vais vous donner juste une image. C'est qu'on a mis 10 ans pour rejoindre Pluton, qui est finalement la porte à côté. Si vous réduisez le Soleil, qui est 300 000 fois plus gros que la Terre, à un pamplemousse, que vous le mettez sur cette table, vous savez où est le pamplemousse le plus près? Donc l'étoile la plus proche, à Alger ou à New York. Et ça, c'est la distance moyenne entre les étoiles, c'est 3 à 4 années-lumière. Et pour voyager, je dirais même avec une sonde, il faudrait attendre 70, 100 000 ans avant qu'elle arrive sur une étoile et vous envoie de l'information. Donc on n'a pas présent à l'esprit ces grandeurs. Finalement, on est dans un vide extrême avec des distances considérables et on n'en a pas l'intérêt pour notre système solaire, parce que c'est le seul qui est visitable à notre échelle. Tout à fait. Et on peut se dire qu'on peut y aller. Notre système solaire et à la limite les systèmes avec des exoplanètes qui sont dans notre galaxie. Tout ça reste à notre échelle. Enfin, ils sont à Alger quand même pour obtenir. Alger, c'est moins loin que la Lune. Pour simplifier, les grands projets de l'avenir, on revient à une question tout à l'heure, il y en a un peu de deux sortes pour ce qui concerne l'exploration spatiale. D'une part, explorer le système solaire avec des nouveaux robots, des nouvelles sondes, et on va continuer. On a plein de projets dans les cartons, de l'année prochaine, ça va... Et puis parallèlement, aussi, toujours en utilisation spatiale, développer des super télescopes qui nous permettront d'explorer, mais à distance, les autres systèmes, les autres galaxies à la limite. Planètes qui tournent autour du pamplemousse d'Alger. Exactement. Voilà. On ne peut pas y aller. Non. Alain, on ne peut pas y aller, mais on peut les observer de mieux en mieux. On a envoyé un message en direction d'un groupe d'étoiles il y a quelques années qui s'appelle, je crois que c'est l'amas du Centaure, quelque chose comme ça. Je crois qu'il faut 40 000 ans avant que le message y arrive. Et supposer qu'on nous réponde 40 000 ans plus tard, donc dans 80 000 ans, il faudra écouter. Et si la réponse est pouvez-vous parler plus fort, s'il vous plaît, on est reparti pour un cycle. Pourra-t-on un jour voyager dans le temps? En physique pure, c'est possible, non? On le fait déjà. On le fait déjà. À partir du moment où vous prenez un avion et que moi, je reste ici, vous ne vivez pas le même temps que moi, puisque la relativité générale s'applique à toute personne en mouvement par rapport à quelqu'un qui est fixe. Alors la conséquence à tel point que les GPS, les satellites qui gouvernent notre GPS sont recalculés parce que le temps n'est pas le même. Non, mais dites-moi si je me trompe. Le temps n'est pas le même sur les satellites qui tournent autour de la Terre et c'est pas à la même vitesse que sur Terre, n'est-ce pas? Le temps, au sens relatif, ça veut dire que vous avez une horloge atomique dans un satellite en mouvement qui a son temps propre et vous êtes sur la Terre. Et effectivement, quand les deux discutent, si je puis dire, on doit corriger de cet effet de changement de temps d'un mobile par rapport à un fixe. Et effectivement, avec les satellites GPS qui sont au-dessus de nous et qui nous permettent une géolocalisation, eh bien, une erreur d'une microseconde, ça peut être 10 mètres ou 100 mètres sur la piste de l'aéroport où on se pose avec un avion. Existe-t-il des planètes ovales ou qui ne seraient pas rondes? Oui. Oui, il existe parmi justement les cousins de Pluton, il y en a qui tournent très très rapidement sur eux ou qui ont subi des impacts et qui sont de forme oblongue. Parmi les satellites de Pluton, on pense qu'il y en a un qui a une forme vraiment oblongue pour plein de raisons et surtout c'est le cas de quand on tourne très très vite sur soi-même, on peut se transformer en crêpe, en forme oblongue, etc. Il y en a.